Deuxième partie de notre émission avec Focus invité, mais avant, permettez-nous de vous présenter nos plus plates excuses avec la technique qui n'a pas répondu aujourd'hui au sujet de la question du jour. Et donc, pour notre invité du jour, nous recevons sur Focus One Air un auteur gabonais, plusieurs fois lauréat du grand concours de Bissig Amis et Art dans les lettres. Il est l'auteur de recueils de poèmes intitulés Les choses de mon corps. Mais aussi, il est l'auteur de deux romans intitulés Bamboula Spaghetti, Musungu Cappuccino. Si, et le dernier roman, bien évidemment, en place aujourd'hui sous le thème sous le genre de la nouvelle, porte sur Si je mens, je baise ma mère. Alors nous recevons sur ce plateau Monsieur Marcel Guiano et femme. Monsieur Guiano, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions plutôt d'avoir accepté à notre invitation. Alors de plein pied comme ça, pouvez-vous nous dire un peu qui est Marcel Guiano et femme? Parlez-nous un peu de vous, de votre vie. Bon, d'abord il faut rectifier, c'est Nguiayo, Marcel et femme, hein, pas Nguiamo, Nguiayo. Bon, qui est Nguiayo, Marcel et femme? Disons que je suis un auteur gabonais. Je viens du nord du pays. Comme vous l'avez si bien signifié, j'ai été plusieurs fois lauréat au concours Bissig Amis des Arts et Lettres. Je suis passé par Dakar pour une formation professionnelle en infographie. Et je suis tombé dans la littérature un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique quand j'étais petit. Très bien. Ouais, c'est un peu ce que j'aime bien dire, parce que j'avais 13 ans quand ma mère a décidé un peu de m'arranger pour me mettre au Centre culturel français. Parce qu'elle considérait que j'étais un peu rêveur, que je n'avais pas l'habitude de me concentrer sur des choses. Alors elle s'est dit, tiens, c'est petit, on va l'envoyer lire un peu, et puis peut-être que là ça va le casaliser. Très bien. Sauf que c'était l'erreur. Oh. C'était justement l'erreur qu'elle a commise, parce que là-bas ça ne m'a évidemment pas permis de mieux me concentrer. Au contraire, ça m'a appris à rêver. Justement, ça m'a appris à rêver, et donc c'est là-bas que j'ai contracté le virus de la littérature, et depuis ça ne me quitte pas. Bien, d'accord, monsieur Guiayo, c'est ça? Voilà, nous commençons bien. Ça. Et donc, nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous a poussé à explorer les différents genres que vous utilisez? Parce que lorsqu'on regarde vos productions, il y a du poème, oui, il y a de la nouvelle, mais il y a aussi du romantisme. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à explorer ces différents genres d'écriture? Il faut dire qu'en général, mais vraiment pour la majorité, hein, la plupart des auteurs commencent par la poésie. D'accord. Parce que la poésie, c'est un peu un élan naturel, c'est l'expression de ce qu'on a de plus sensible. D'accord, ça peut être la beauté, ça peut être l'amertume, mais vraiment, on commence toujours d'abord par la poésie, la plupart des auteurs. Ensuite, on évolue en lisant et en pratiquant, et à un moment donné, vient un moment où on a envie de se mettre à l'épreuve. Et en fonction des lectures, si vous lisez beaucoup plus de romans, vous allez être amené à vouloir écrire un jour un roman. Très bien. C'est presque systématique. Donc, on commence par la poésie. Ensuite, généralement, on aborde le roman petit à petit. Et puis, si on se sent apte, après avoir publié, on peut passer au théâtre ou à la nouvelle. Donc, moi, ça a été d'abord la poésie. Ensuite, la nouvelle, le recueil de nouvelles que vous avez signifié tout à l'heure. Et ensuite, le roman. D'accord. Et donc, à quel moment dans votre vie vous avez su que là, vous deviez devenir écrivain? Disons que j'avais 15 ans quand ça s'est passé. J'avais 15 ans parce que, comme je vous l'ai dit, je lis depuis 13 ans. Donc, c'est à partir de 15 ans que j'ai commencé à me dire, tiens, mais ça peut être intéressant d'en faire un métier, même si nous savons qu'au Gabon, la culture ne fait pas recette. Mais voilà, c'est à partir de 15 ans que je me suis posé en tant que potentiel écrivain. Mais il faut aussi préciser que, en fait, l'affaire part de très loin, parce que comme j'ai un défaut de locution, là ça ne s'entend pas, comme je suis bègue, là ça ne s'entend pas parce que bon, je parle plutôt calmement. J'avais du mal à l'école à exprimer ce que je ressentais, notamment vis-à-vis des filles.
Donc à chaque fois que j'avais un béguin, à chaque fois que j'avais une faiblesse, j'avais du mal lorsque je me retrouvais en position de m'exprimer. Et c'est comme ça que c'est parti bêtement. J'ai commencé à écrire. Je me suis dit, bon, ok, si j'ai du mal à parler, bah, je vais au moins écrire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des lettres. Et je lisais déjà, mais donc par ailleurs, j'ai commencé à écrire des lettres. Et mes lettres avaient beaucoup de succès. Wow. Voilà. Et donc, pouvez-vous nous parler, exemple, de votre espace d'écriture, votre vie quotidienne, vos rituels avant de vous lancer dans l'exercice de la plume? Disons que je me lève en général autour de 6 heures du matin. Quand je me sens bien, je vais faire 1 heure de sport. Quand je me sens bien, je vais faire 1 heure de sport. Sinon, je fais 30 minutes de lecture pour me reconcentrer. Voilà. Ensuite, je bois du thé parce que je suis pas très café, donc je bois du thé et là, je me mets sur ma machine et je commence à écrire. Donc, super. Voilà. D'où vous proviennent vos idées, par exemple? Est-ce que c'est de l'actualité, ou c'est vos rêves, ou des émotions intimes? C'est de là que naissent le génie de l'écrivain. C'est de tout cela, en fait. En fait, tout dépend du contexte. C'est de tout cela. Récemment, nous étions en transition politique. C'était une période un peu particulière pour nous tous et ça m'a inspiré un texte. Donc voilà, tout dépend en fait du contexte social, émotif et sentimental, évidemment. Si on a un chagrin, on peut avoir envie d'écrire de la poésie, par exemple. D'accord. Si on est pris par un questionnement philosophique, on peut être tenté d'écrire un essai ou une pièce de théâtre, ce genre de choses. Donc vraiment, ça vient de l'actualité, de ce que j'entends aussi beaucoup, parce que je vis dans un quartier populaire, de ce que j'entends, de ce que je vois, et de comment mon esprit complice tout ça, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, Monsieur Guiaillot, pouvez-vous nous parler de la manière, qu'est-ce qui vous inspire pour produire le titre? Parce qu'il y a un titre qui bat son plein et qui est assez frappeur, c'est « Si je mens, je baise ma mère ». Donc, comment vous faites? Qu'est-ce qui vous inspire à donner de tels titres? Alors, ça c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que cet ouvrage, qui est un recueil de nouvelles qui est sorti il y a plus de 3 ans déjà, mais qui a été réédité, c'est un livre qui m'a valu beaucoup de polémiques, en fait. Et récemment, nous avons assisté au Festival international du livre et des arts du Gabon, au Musée national, et justement, ça a attiré beaucoup de lecteurs, de potentiels, etc. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur ce titre-là? Disons que c'est de l'audace. C'est clair, c'est de l'audace. Mais moi, ça m'a paru tout à fait naturel, parce qu'en réalité, c'est une expression qui vient de chez nous. Dans notre anthropologie sociale, on sait ce que ça signifie. Et généralement, dans son emploi courant, quand on dit « si je mange, je baise ma mère », ça ne renvoie jamais à la sexualité. Jamais. D'accord. Donc, c'est une expression qui peut être située même géographiquement chez nous. Sauf que sur le plan littéraire, c'est la première fois. Évidemment, c'est la première fois qu'un auteur ose, on va dire ça comme ça, ose titrer son livre ainsi. Disons que il faut aussi avouer, il y a aussi en moi une part qui aime bien provoquer. Voilà, ça a été provocateur. Est-ce que ce titre-là est aussi été pour vous une manière de dire à vos lecteurs et au public que là, je suis en train de vous dire la vérité? C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que le recueil de nouvelles contient 10 nouvelles et ces 10 nouvelles sont inspirées de faits réels. Donc voilà, c'est exactement ça. Et donc, Monsieur Guiaillot, vous écrivez par intrigue ou vous suivez simplement vos intuitions? Disons que je suis plutôt le genre d'auteur qui est instinctif. Donc voilà, je suis mon intuition. Et je peux sortir de cet entretien avec l'idée d'écrire une nouvelle avec vous comme personnage principal, si vraiment ça me parle. Et donc, comme personnage principal, comment vous faites pour caricaturer vos personnages dans vos romans ou dans vos livres? Quelle est la méthode que vous employez, par exemple? Bon, moi, je ne suis pas le genre d'auteur à méthode, c'est-à-dire je fonctionne, comme je vous l'ai dit, par instinct. Et lorsque je cadre un personnage, j'essaie d'aller jusqu'au bout de la personnalité qui lui correspond. C'est-à-dire que si je pense par exemple à je sais pas moi, un chanteur ou à un enseignant, je vais aller jusqu'à imaginer ce que peut être la vie d'un enseignant, quels sont ses tics, ses habitudes, ses lourdeurs, ses pesanteurs, son idéologie, etc. Donc vraiment c'est un travail minutieux que je perds à chaque fois pour situer un personnage dans son contexte. Ce travail minutieux, comme vous venez de le dire, nous aimerions savoir, utilisez-vous régulièrement
un certain procédé littéraire? Est-ce que vous êtes plus métaphore ou est-ce que vous êtes plus allitération ou encore rythme? Plutôt le rythme. Voilà, plutôt le rythme. Mes lecteurs souvent disent qu'ils aiment bien mes figures de style. Voilà, j'utilise beaucoup des formules rhétoriques. D'ailleurs, si je mange bête ma mère, c'est une formule rhétorique. Oui. Et donc voilà, je travaille plutôt sur le rythme. Par exemple, mon dernier roman, Musungu Cappuccino, il est écrit sur un certain rythme. Parce que le personnage principal se raconte et doit le faire dans un temps court. Donc c'est un roman qui se lit assez vite. D'accord. Et donc tout à l'heure, vous parlez de vos lecteurs qui font souvent des retours et qui vous disent qu'ils aiment votre style. Comment vous réagissez aux critiques positives ou encore négatives qui ressortent de vos différentes productions? Bon, il faut dire que les critiques, ce sont les critiques en réalité. C'est que moi j'ai une approche différente par rapport à ça. C'est-à-dire que souvent une critique exprime bien davantage de celui qui exprime cette critique que de l'objet critiqué. Critiqué, très bien. C'est-à-dire que lorsqu'elle est positive, on se dit ah tiens c'est super, on est super content. Mais lorsqu'elle est négative, on le prend un peu moins. Moi, je parle plutôt du principe que quelqu'un qui exprime une critique, il exprime un point de vue subjectif. Très bien. Après, ça peut être constructif également. Ça peut être aussi du bien pour moi. Mais je parle d'abord du principe que c'est d'abord quelqu'un qui parle. Cette personne, ce n'est pas moi. Oui. Elle parle à partir de ses affects, de son expérience. Et donc, voilà. Je pioche ce qui a pioché. Mais sinon, en réalité, les critiques, j'essaie de ne pas trop... de ne pas trop en tenir compte. Sinon, ça pourrait affecter votre oui. Soit vous allez vous prendre la tête en songeant que vous êtes un génie, soit vous allez douter de vous. Donc, voilà. D'accord. Donc, quelles sont les thématiques qui traversent vos différentes productions ou quel est le message que vous voulez faire passer à vos lecteurs? Bon, en général, quand on écrit un roman, on n'a pas un message qu'on veut faire passer. C'est-à-dire, c'est d'abord, du moins en ce qui me concerne, susciter des émotions. Après, chaque histoire porte en elle-même ses obsessions. Par exemple, si je raconte l'histoire d'une femme battue, d'accord, ce qui va moi me préoccuper, c'est comment le lecteur va ressentir les émotions des personnages. Mais en même temps, cette histoire traite d'un sujet. Donc généralement, en ce qui me concerne en tout cas, je raconte d'abord une histoire et ensuite je me rends compte de ce dont il est question. Donc c'est plutôt après, c'est-à-dire que c'est l'histoire elle-même qui porte en elle ses obsessions, comme je le disais. D'accord, super. Donc on comprend bien que c'est vos écrits, vous souhaitez que vos écrits transmettent un sentiment selon la thématique abordée dans le sujet. Ok. Monsieur Diagno, quel est le type de lecteur que vous visez? Oh, il n'y a pas un type particulier. Vous savez, d'abord, dans notre pays, on lit très peu et généralement, c'est les littéraires. Généralement, c'est qui ont fait des études littéraires, mais pas que, parce que c'est un peu dommage, justement. Parce que la littérature, moi je le pense, ce n'est pas la chasse gardée des littéraires. Très bien. Car le livre, c'est un produit culturel qui est destiné à tout le monde et ce serait bien que tout le monde s'y mette un peu. Mais j'ai pas un lecteur particulier que je vise. Et pour vous, quel est donc le lecteur idéal? Pour vous? Ah, ça c'est une excellente question. Le lecteur idéal, je ne sais pas s'il existe. Hein. Mais en ce qui me concerne, le lecteur idéal, c'est le lecteur qui achète les livres. C'est celui qui achète. Parce qu'on est dans un environnement où beaucoup empruntent. D'accord. Voilà, mais n'achètent pas. Et il faut qu'on commence à nourrir des saines habitudes. Acheter des livres. Gabonais. Et donc, Monsieur Diagno, avec la montée de l'intelligence artificielle, quelle serait la place aujourd'hui de l'écrivain ancien, comme vous par exemple? Quelle serait donc sa place encore dans la société au vu de la montée des nouvelles technologies de l'information et de la communication? Alors ça aussi c'est une bonne question. Il se trouve que depuis quelque temps je travaille sur cette question-là, personnellement parce que je me sens concerné directement. Bon, il faut préciser deux choses. Un écrivain, il crée. Très bien. Parce qu'un être humain, ça pense, ça réagit, ça vit. L'intelligence artificielle, contrairement à ce que les gens pensent, ne vit pas. Elle fonctionne. D'accord? Donc l'IA peut évidemment écrire un récit, un roman. Mais ce sera facile de détecter pour un lecteur que ce n'est pas un esprit qui a pensé. Parce que justement l'IA ne pense pas. L'IA obéit à des algorithmes, à un fonctionnement. D'accord? Elle est programmée. Et donc l'IA, ça peut être un outil en revanche.
D'accord. Pour moi, il n'y a pas d'opposition directe, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux écrire un roman sur le Gabon des années 50, d'accord, plutôt que d'aller prendre quelques heures aux archives nationales qui sont peut-être vétustes aujourd'hui, mais voilà, si on avait des documents numérisés, je pouvais taper mon IA chez moi tranquillement et l'IA me donne le contexte social, économique et culturel du Gabon dans les années 50. D'accord. Je peux même entamer, si vous voulez, un dialogue avec l'IA au sujet de l'idéologie de cette époque-là. Donc ça peut m'enrichir, moi, en tant que créateur. Donc c'est pas nécessairement... nous ne sommes pas en rivalité. Comme je dis souvent, l'IA qui pense, c'est pas pour demain. D'accord. Donc voilà. Donc, monsieur Guiagno. Guiayo, oui, vous direz femme, hein, pas de souci. Monsieur femme, c'est mieux. Oui, merci. Quel est donc votre projet actuel? Est-ce que c'est cette problématique à laquelle vous venez de répondre? C'est ça votre projet actuel? Oui, je suis en train d'écrire une série de... En fait, là, je vais vous dire à peu près ce que j'envisage de faire. J'envisage d'écrire une série de manuels destinés au jeune public, c'est-à-dire aux élèves et peut-être aux étudiants sur certaines thématiques comme l'écologie, comme les questions de genre et surtout l'IA et le développement personnel. Je trouve que c'est des sujets un peu à la mode aujourd'hui et c'est très bien qu'il y ait un manuel pour pouvoir cadrer un peu les choses pour que tout le monde ne se jette pas forcément dessus les yeux fermés. Il faut savoir ce que c'est par exemple que l'IA, comment ça fonctionne. Il faut savoir quelle est la menace de notre siècle, c'est-à-dire la menace écologique. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que les questions de genre, d'égalité de droits, etc. etc. D'accord. Donc, monsieur Guiagno, pour clôturer cet entretien, on termine par cette question. Oui. Quel conseil donneriez-vous à un jeune écrivain qui veut s'essayer dans les différents genres, comme vous, par exemple? Le conseil, c'est celui de lire. Il faut beaucoup lire. Vous savez, il faut beaucoup lire. C'est quelqu'un qui va prendre son temps de vie, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, son temps de vie pour vous accorder 1 heure ou 2 pour lire, il faudrait qu'il soit payé en retour. Et donc, il faudrait avoir un minimum, non seulement à dire, mais un minimum de style. Et ça ne s'acquiert qu'en lisant beaucoup et en écrivant beaucoup. D'accord, voilà. Donc sur cette note de conseil que prend fin notre deuxième partie de l'émission Focus Invité, pour tous ceux qui aspirent à toucher à différents genres, le conseil de monsieur Efan aujourd'hui, c'est il faut lire, parce que c'est en lisant que vous allez trouver votre propre style. Eh bien, monsieur Guiagno. Et si je peux ajouter quelque chose, lisez gabonais, achetez des ouvrages des auteurs gabonais. Bien, lisons gabonais et achetons des ouvrages gabonais. Merci beaucoup, monsieur Guiagno. Merci à vous. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Je reviendrai. Si vous voulez faire la promotion de un de vos ouvrages, ce plateau ou cette plateforme vous est ouvert. Je reviendrai. Donc, merci beaucoup. Nous marquons cette petite pause de transition avant de revenir avec les astuces et bons plans de Suzanne.